BFM Business, le club du droit, présenté par Fabrice Lundy. Bonjour à tous, on vous aide chaque semaine à y voir plus clair dans le maquis de la loi. Vous manquez de temps, oui on manque tous de temps, vous avez envie d'y voir plus clair évidemment dans votre vie, dans la vie de votre entreprise et également. Restez avec nous, BFM Business vous aide comme chaque semaine, bienvenue dans le club du droit. À suivre dans 2 minutes notre dossier, l'acte de la semaine, comment changer de régime matrimonial. On fera le plein d'infos pratiques, d'infos juridiques. On répondra, on essaiera, ce sont nos amis notaires qui viendront répondre à vos questions. Le club du droit, @bfmbusiness.fr. Pour démarrer, toujours comme chaque semaine, les news de la semaine, ce qui s'est passé cette semaine. On va voir ça évidemment avec Erwan Maurice. Bonjour Erwan. Bonjour Fabrice. L'immobilier toujours à la une. Oui, alors c'est vrai que les prix de l'immobilier qui ont grimpé en 2017, ça devrait ralentir à partir de maintenant ? Tout à fait. L'augmentation se poursuit malgré tout, mais elle va être moins forte en 2018-2019. C'est ce que prévoit le cabinet d'études Xerfi. En 2017, les prix augmentaient de 3,7% donc dans l'immobilier résidentiel sur l'ensemble de la France. En 2018, on s'attend à une augmentation de 3%. C'est un petit peu en dessous de ce qu'on a connu l'année dernière. Et ça sera encore plus faible en 2019, plus 1,7%. Alors pourquoi ? Eh bien, il y a un essoufflement des ventes. D'abord, parce que les taux d'emprunt inévitablement vont remonter, ils sont très bas, donc forcément ils vont remonter un petit peu. Monte, oui, bien sûr. Et puis la politique de l'État qui, vis-à-vis de l'immobilier, est peut-être moins favorable, notamment avec l'IFI. Oui, bien sûr. Alors on l'ignorait peut-être, mais l'agent immobilier n'a pas forcément droit à sa commission après une vente. Tiens, c'est bizarre, j'étais persuadé du contraire. Eh bien non, effectivement, ce n'est pas forcément le cas. L'acheteur peut refuser de verser la commission si l'acte de vente ne précise pas qu'il doit verser cette commission. C'est la justice qui reconnaît ça. Un acheteur qui a refusé donc de payer l'agent immobilier, l'engagement, il y avait un engagement écrit, mais rien sur l'acte notarié. Et donc l'engagement écrit ne suffit pas à obliger un acheteur à payer ses frais. La Cour de cassation a finalement donc donné raison à cet acheteur. Il n'a pas payé donc de frais d'agence lors de son acquisition immobilière. Et l'agent immobilier n'a eu droit à rien du tout. Rien du tout. Bon, le divorce par consentement mutuel enregistré chez le notaire, oui, on en parle régulièrement dans ce club du droit, qui fête son premier anniversaire. Et avec cette nouvelle formule, les Français apparemment sont plutôt satisfaits. Ils y trouvent leur compte. Oui, ils sont plutôt contents. C'est plus rapide. Ça, c'est c'est plus cher aussi. Un peu plus cher parce qu'il faut que chaque personne ait son avocat. Deux avocats, oui, pour le couple. Mais le divorce devant notaire, effectivement, est plutôt bien accueilli par 3 couples sur 4 qui souhaitent se séparer. Et ils sont même 8 sur 10, les couples qui souhaitent se séparer, à dire être heureux de ne plus avoir à passer devant un juge. Effectivement, c'est peut-être moins stressant, plus simple. C'est l'étude du ministère de la Justice directement. Tout à fait. Et donc, on assiste peut-être à une banalisation du divorce avec ces nouvelles procédures. D'ailleurs, l'INSEE, Fabrice, dévoile un chiffre intéressant. Une personne sur 5 qui s'est mariée en 2016 était déjà divorcée. Merci Erwan Maurice. Merci. Tout de suite, c'est l'acte de la semaine. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. L'acte de la semaine, je vous le disais, comment changer de régime matrimonial ? J'ai plein de questions à poser à Mathieu Fontaine. Bonjour maître. Bonjour. Notaire à Saint-Paul-Trois-Châteaux, département de la Drôme, capitale de la truffe. Voilà, c'est bien pour ce week-end. Vous êtes connaisseur. Tout à fait. Et puis là, on est au mois de mars, on commence à préparer les petits week-ends de ci, de là. Allez, pour démarrer, ce qui est intéressant peut-être de rappeler avec vous, maître Fontaine, quels sont les différents régimes matrimoniaux possibles ? Ah oui, c'est une bonne question parce que effectivement, avant de penser à changer de régime matrimonial, savoir quelle est la panoplie, quel est le catalogue. Encore faut-il savoir quel est le catalogue. Alors séparation de biens pur et simple, par exemple. Voilà, on a la séparation de biens dans laquelle le patrimoine de chacun des époux est séparé, chacun est propriétaire des biens qu'il possède, des biens qu'il acquiert de façon stricte. Il est propriétaire des actifs et il est responsable de son passif propre également. Même la résidence de famille ? Non. Alors, résidence de famille, oui, aussi, si c'est un des époux qui l'a acquise, acheté, voilà, d'accord, c'est à lui. Il en est propriétaire. Après, il y a une petite exception, je vois où vous voulez en venir, c'est en cas de vente, il y a peut-être besoin de faire intervenir son conjoint. Alors, c'est pas peut-être, c'est certain. Quand on vend la résidence de la famille, si elle nous appartient en propre, on a l'obligation par l'article 215 alinéa 3 du Code civil de faire intervenir son conjoint pour qu'il confirme son accord à la vente de la résidence de la famille. J'ai souvenir d'une question que j'avais posée à un de vos collègues précédemment dans ce club du droit. C'est pour ça que je me suis permis
permis cette petite digression. La séparation de biens pur et simple, on l'a vu. Le régime de la participation aux acquis, qui est un petit peu le régime commun en quelque sorte. Alors non, la participation aux acquis, c'est pas le régime commun. C'est pas le régime commun. C'est un régime un petit peu particulier, la participation aux acquis, qui a beaucoup de succès en Alsace-Lorraine, qui a beaucoup de succès en Allemagne notamment, qui en France a un succès plutôt mitigé. C'est un régime assez complexe à liquider, qui a beaucoup d'intérêt, mais qui est assez complexe. Pour faire simple, dans son fonctionnement, du temps de l'Union, on est sous un régime de séparation de biens, un régime séparatiste, pardon. Et à la fin de l'Union, quand on a besoin de liquider ce régime matrimonial, on le fait un petit peu sur le modèle de la communauté. Donc c'est un régime un petit peu mixte. Mixte, d'accord. J'ai confondu avec le régime de la communauté réduite aux acquis. Voilà. Celui-ci est le régime légal, effectivement. Commun, voilà. Quand on n'a pas fait de contrat de mariage, on est soumis à ce régime de la communauté réduite aux acquis. Et puis à le régime de la communauté universelle. Alors là, on met tout dedans. Hein. Voilà, on met tout dedans, exactement. C'est un régime là, très spécifique aussi. Hein. Il faut y avoir un intérêt pour choisir ce régime. Et dans celui-ci, on a tout qui est dans la communauté. Donc tous les biens que possèdent les époux au jour de leur mariage, ce qu'ils pourront acquérir ensuite, requérir par succession, donation, c'est une masse commune. C'est une masse commune. Alors après ça, ce sont les régimes généraux. Maintenant, le contrat de mariage, c'est un contrat. Donc on peut l'adapter à sa guise, on peut l'améliorer, on peut le faire un petit peu différemment que les cadres qui sont prévus et que vous nous exposez. De toute façon, ce qu'il faut rappeler, Maître Fontaine, c'est important de bien choisir. Par exemple, si on veut acheter à deux, est-ce que le régime matrimonial influe sur l'acquisition? Est-ce qu'il s'agira d'un bien commun, etc., etc. Il faut être bien précis dès le départ. Quand même. Et oui, vous avez raison. Et c'est là où j'ai un petit regret professionnel, c'est que je trouve dommage que les jeunes couples qui vont se marier, alors les jeunes couples ou pas d'ailleurs, puisque maintenant on a des remariages ou des couples qui se marient un petit peu plus tard, qu'il n'ait pas le réflexe notaire. Pourquoi? Parce que, on va en parler, j'imagine, juste après, pour le changement du régime, mais il est quand même plus simple de se poser la question au démarrage. Et notamment, vous touchez du doigt des éléments importants. Quand on va acheter un bien, que ce soit un bien immobilier, mais surtout, par exemple, un bien professionnel, on a peut-être des régimes qui sont adaptés à ces situations et à ces choix professionnels. Et donc, il est intéressant d'en parler avant l'union avec son notaire, pour peut-être d'ailleurs ne pas faire de régime de contrat de mariage, mais peut-être en faire un si sa situation personnelle le nécessite. En tout cas, quel que soit le régime, juste une petite question, quid des dettes contractées par l'un ou l'autre? Alors ça va dépendre du régime, justement. Dans la séparation de biens, on l'évoquait tout à l'heure, chacun est tenu des dettes qu'il a contractées à titre personnel. Il faut d'ailleurs être prudent quand on fait un crédit. Le banquier pourra avoir tendance à demander la signature de son époux, même si on est en séparation de biens. Donc attention, prudence, parce que si l'époux vient signer l'offre de prêt, il faut faire attention à quel titre il la signe, pour pas justement, dans une situation dans laquelle on est protégé par le contrat de mariage, pas se retrouver dans une situation contractuelle dans laquelle on accepte volontairement de devenir solidaire des dettes de son mari. Donc là, il faut être prudent. Dans la communauté de biens, là, à ce moment-là, effectivement, on peut être responsable des dettes contractées par son époux. C'est le principe de la communauté. Alors, il y a quelques tempéraments. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais il y a quelques exceptions, effectivement. Mais sur le principe, on est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on contracte tombe dans la communauté. On peut acheter ensemble, on peut contracter un crédit seul, dans tous ces régimes. Ça dépend du régime matrimonial. Alors oui, effectivement, acheter seul, ça va être possible même en communauté. Ça va être possible, par exemple, si vous recevez une somme d'argent de vos parents et que vous souhaitez utiliser cette somme d'argent pour acheter un petit appartement dans Paris. À ce moment-là, on a la possibilité d'acheter seul et on a la possibilité de faire reconnaître dans l'acte que cet appartement va devenir un bien propre. Alors, comment on concrétise ce régime matrimonial? Donc, on va voir qui. Est-ce qu'il faut faire un contrat de mariage? Tiens, c'est obligatoire ou pas un contrat de mariage? Alors non, c'est pas obligatoire évidemment. Et à défaut de contrat de mariage, la loi prévoit qu'on est soumis au régime de la communauté réduite aux acquis. Pour faire un contrat de mariage, il faut rencontrer son notaire, discuter avec lui de l'opportunité de faire un contrat de mariage, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être des situations qui ne nécessitent pas forcément de réaliser un contrat de mariage. Et là, le notaire, encore une fois, il rentre dans les affaires de la famille. Il a besoin de savoir ce qui se passe. Exactement. Connaître l'environnement. Le notaire est le conseiller
conseil privilégié des familles. Donc le notaire, il va avoir besoin de comprendre un petit peu quelle est la situation de la famille. Est-ce qu'il s'agit d'un remariage? Est-ce qu'il y a des enfants d'une première union? Pourquoi pas des enfants adultérins? Est-ce qu'il y a un projet de réaliser une activité indépendante ou des choses comme ça? Et ce sont ces diverses questions et les réponses à ces diverses questions qui vont permettre d'orienter la personne. Vous aiguiller vers un choix voilà, ou un autre. sur un choix. Alors, la question qu'on se pose, comment changer de régime matrimonial? Alors, les modalités du choix du régime matrimonial, ça se choisit comment? Ça s'exprime comment? Où est-ce qu'on s'adresse? C'est le notaire obligatoirement? Ben là encore, voilà, c'est encore un choix qu'on va réaliser avec son notaire. Si vous voulez, il y a quelques conditions déjà. Pour pouvoir changer de régime matrimonial, il faut, dans un premier temps, que son régime actuel ait une durée de plus de 2 ans. 2 ans. Voilà, il faut 2 ans avant de pouvoir changer de régime matrimonial. Et dans un second temps, il faut que ce changement de régime soit réalisé dans l'intérêt de la famille. C'est la raison pour laquelle, je vous disais tout à l'heure, il vaut mieux anticiper avant de se marier, se poser les bonnes questions. Si on ne l'a pas fait, la loi prévoit qu'on peut changer de régime matrimonial, mais sous ces 2 conditions, 2 ans d'antériorité du contrat et que ce changement de régime soit réalisé dans l'intérêt de la famille. L'intérêt de la famille, c'est le notaire qui va l'apprécier dans certaines conditions. Dans d'autres conditions, notamment s'il y a des enfants mineurs dans le foyer fiscal, dans le foyer qui nécessite le changement, à ce moment-là, c'est un juge qui va vérifier que ce changement est bien fait dans l'intérêt de la famille. Et si les enfants sont majeurs, par exemple, on peut leur demander, on doit leur demander leur avis? Alors, si les enfants sont majeurs, on ne va pas leur demander leur avis. En revanche, ils vont avoir un droit de s'opposer au changement de régime réalisé par leurs parents s'ils estiment que ce changement de régime matrimonial est fait les léser. Contraire de leurs droits. Donc il faut qu'ils justifient qu'effectivement, ce n'est pas l'intérêt de la famille qui prévaut, mais c'est peut-être l'intérêt d'un seul membre de la famille, d'un conjoint par exemple. Alors, c'est pas simple de démontrer cette chose-là, parce que justement, l'intérêt de la famille peut aussi être l'intérêt d'un seul des membres. L'intérêt de la famille n'est pas forcément l'intérêt de tous les membres de la famille. Compliqué. Donc c'est quelque chose, une contestation qui n'est pas toujours simple à porter. Il y a des arbitrages à faire. Là, on a parlé du changement de régime matrimonial. Vous nous dites, Maître Fontaine, c'est possible donc dans un délai de 2 ans. Le contrat de mariage, lui, on peut changer régulièrement, souvent ou pas? On peut en changer régulièrement maintenant. Et quelle est l'opportunité d'en changer régulièrement? Là, j'ai mis une petite réserve. Voilà, Là, il faut vraiment que ce soit un choix qui soit fait intelligemment avec son notaire. Alors, il y a plusieurs situations. On a évoqué tout à l'heure un projet d'entreprise, par exemple, ou un projet de vivre à l'étranger avec un élément étranger un petit peu fort. Dans ces situations, moi, j'en ai fait un récemment, où on avait un couple, madame italienne, monsieur français, qui partait vivre en Allemagne. Facile. Voilà, le cas d'école. Mais du coup, ils se sont intelligemment posé la question de se dire, est-ce que si nous arrive quelque chose par rapport à nos patrimoines, qu'est-ce qui va se passer? Quelle loi va s'appliquer à notre succession? Quelle loi va s'appliquer aux biens qui composent notre succession? Donc voilà, ils sont venus pour qu'on fasse justement une déclaration de loi applicable. C'est ce qu'on dit en permanence dans ce club du droit, il faut anticiper. Voilà, plus on anticipe, quelles que soient les situations, plus on évite justement ce type d'écueil. Tout à fait. C'est bien. Bon retour donc dans la Drôme. Merci. Mathieu Fontaine, notaire à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Bon retour. Tout de suite, passez-moi le notaire. Une autre notaire en l'occurrence. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire. Passez-moi le notaire. Oui, vous avez laissé vos questions sur le club du droit @bfmbusiness.fr. Merci à tous, merci à toutes. Questions toujours très très nombreuses. On va en prendre 3. Questions que je vais soumettre à Maître Barbara Thomas-David. Bonjour Maître. Bonjour. Notaire dans le 14e arrondissement de Paris. Vous êtes prête? Prête. Allez, on y va. Pierrick à Juvisy. Il est dans l'Essonne. Que nous dit-il? Ma femme vient de décéder. Nous n'avions pas eu d'enfant ensemble, mais j'ai un fils d'un premier lit. Puis-je disposer librement de mes biens? C'est important de savoir déjà s'il a un fils d'une précédente union ou pas? Bien sûr, parce que ce fils de cette précédente union, c'est son héritier unique. Et s'il ne fait rien, la totalité de son patrimoine va être dévolue, donc transmis à ce fils unique. Oui, mais ça, c'est le fils donc, de ce monsieur, de ce Pierrick. D'accord, très bien. C'est pas le fils de c'est pas le fils c'est le fils du premier mariage. Voilà. C'est quoi les règles en matière de succession? Parce que ce qu'il ne nous dit pas, c'est si sa femme avait des enfants d'une précédente union, voir si elle a encore des parents, j'en sais rien. De toute façon, on va détailler, mais c'est important de le savoir, en tout cas. Bien ça aurait sûr. été important de le savoir. Bien sûr, tout à fait. En fait, si on parle cette fois-ci de la succession de son épouse qui est prédécédée, vont hériter de par la loi, lui-même conjoint survivant
et les enfants du premier mariage. Alors, tout dépend s'il y a eu un testament ou pas. S'il n'y a pas de testament, eh bien, le conjoint survivant va bénéficier d'un quart en pleine propriété. Les enfants vont bénéficier du reste. S'il y a eu un testament, ça dépend de la nature du testament. Tout juste. Alors donc, là, la réponse, hein, c'est quoi? Donc, il peut disposer librement de ses biens ou pas? Alors, lui, après, par rapport à son fils unique, son fils unique a ce qu'on appelle une réserve héréditaire. Donc, il va pouvoir disposer librement de la moitié de son patrimoine. L'autre, eh bien, elle est dévolue à son fils. Donc, une liberté, mais une liberté limitée à la moitié du patrimoine. C'est quoi le principe en général, là, au-delà du cas de Pierrick, hein, le conjoint survivant, il est traité comment? C'est un véritable héritier ou pas, en général? Alors oui, tout à fait. Le conjoint survivant, il a vocation à une part de la succession qui diffère en fonction des héritiers qui sont en face de lui. Si c'est les enfants, ce qui est le cas le plus classique, le conjoint survivant a une quote-part de la succession qui diffère si c'est des enfants communs. Là, il a soit l'usufruit du tout, soit un quart en pleine propriété, ou s'il y a une famille recomposée, eh bien, le conjoint, il a uniquement un quart en pleine propriété. On ne veut pas lui laisser l'usufruit du tout parce qu'il va se trouver en indivision avec les enfants. Donc, légalement, il n'y a pas d'usufruit. Par contre, on peut faire une donation entre époux ou un testament. Donc, il est considéré comme un véritable héritier. Donc, à ce titre-là, il peut hériter donc, de tout parti. Bon, en effet, il faut voir s'il y a des enfants. Hein. Par exemple, si le défunt laisse d'autres enfants que ceux du couple, ça c'est important aussi, notamment. S'il a encore ses parents aussi, peut-être. Non, c'est une question qu'il faut se poser ou pas? Non, Père, en fait, mère, quand vous avez les enfants et le conjoint survivant, les parents n'ont pas vocation à hériter. Et s'il n'y a que des parents? S'il n'y a que des parents, c'est les parents qui héritent. Oui, bien sûr, d'accord. Donc père, mère, etc. Si le défunt, il n'a ni enfant, ni petit-enfant, ni père, ni mère. Je complique les choses exprès pour vous embêter, Barbara, Thomas, David. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, on va regarder les héritiers les plus proches en degré. Oui. Cousins, les cousines, les neveux, les nièces. Et généralement, ce sont des personnes qui font des testaments dans ce cas-là pour justement que la succession soit transmise aux personnes qui sont les plus proches par le cœur. Tout je suis par le cœur, oui. Bon, la question peut se poser en effet dans d'autres affaires médiatiques. Hein. C'est quoi les droits du conjoint survivant sur le logement en général? Alors, le conjoint survivant, il a deux droits. Il a un droit incompressible, c'est un droit... Il a un droit pendant 1 an à vivre dans les lieux sans que personne vienne l'embêter. Et puis, il a ce qu'on appelle un droit viager au logement, c'est-à-dire une possibilité de vivre pendant toute sa vie dans le logement du couple. La philosophie de la loi, c'est que le conjoint ne se retrouve pas à la porte au moment du décès. Ce qui est normal. Bon, on remercie Pierrick donc à Juvisy dans l'Essonne. On va prendre une autre question. Plein sud, Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. C'est Pierre qui nous dit... Je suis en mauvais terme avec mes enfants. Je souhaite les déshériter au profit de plusieurs associations et fondations reconnues d'utilité publique. Est-ce que c'est possible de leur supprimer tout droit dans ma succession? Bon, c'est bien Pierre qui pose la question et pas Laura ou David, hein, bien sûr. Première question, est-ce qu'on peut déshériter ses enfants? Oui, question qu'on se pose depuis 1 mois maintenant avec cette affaire de Johnny Hallyday. Rappelez-nous le principe, Barbara, Thomas, David. En droit français, non. Ouais. Il y a ce qu'on appelle la réserve héréditaire, qui est une quote-part de la succession dont vous ne pouvez pas disposer librement. Laquelle? En fait, alors, cette quote-part, ce qu'on appelle la réserve héréditaire, elle dépend du nombre d'enfants. Que vous avez un enfant, c'est la moitié. Quand vous avez 2 enfants, vous pouvez disposer librement d'un tiers. Et puis, quand vous avez 3 enfants ou plus, c'est un quart de la succession que vous pouvez transmettre à qui vous souhaitez. Donc, en l'occurrence, ces associations, en fonction du nombre d'enfants de cette personne, pourront être gratifiés dans les proportions que je viens d'indiquer. Bon, il faut le préciser, c'est au dernier domicile du défunt que s'ouvrent les successions, c'est le Code civil qui le dit. Là encore, là aussi, on peut se souvenir aussi d'une affaire très médiatique. Dans quel cas des enfants peuvent être exclus d'une succession J'imagine s'ils se sont mal comportés vis-à-vis de leurs parents, par exemple. C'est possible ou pas? Oui, il y a des cas de ce qu'on appelle d'ingratitude. Les cas d'ingratitude, notamment, c'est avoir porté atteinte à la vie de vos parents, à maltraitance, etc. Oui, voilà. Donc, dans des cas comme ceux-là, qui sont heureusement très rares, les enfants sont privés de tout droit dans la succession. Alors, la question de Pierre, donc il y avait une première partie, donc il est en mauvais terme, il ne veut pas donner à ses enfants, mais il veut donner ses biens à une association ou une fondation reconnue d'utilité publique.
comment on fait justement? C'est prévu ça? C'est organisé? Oui, tout à fait. Donc, à partir du moment où la fondation, l'association est reconnue d'utilité publique, vous allez pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle une exonération de droits de succession. Pratique. Hein, ça, c'est important. Donc, bien évidemment, il faut prendre attache avec l'association à laquelle vous souhaitez gratifier une partie de Donc, on le votre dit à patrimoine. l'avance, ça, bien sûr. Tout à fait. Et ça doit être mentionné de façon très précise dans le testament, puisque si vous faites, par exemple, un legs au cancer, à la recherche pour le cancer, il y a plusieurs fondations. Donc, c'est pour ça que nous, notaires, on essaye de faire préciser les choses pour qu'il n'y ait pas ensuite des problématiques d'interprétation du testament. Ça arrive souvent qu'on donne l'argent à la SPA, la Ligue contre le cancer, Bien une sûr. association qui lutte contre le sida. Enfin, ça arrive souvent? Tout à fait, tout à fait. Pour des personnes qui, justement, n'ont pas d'héritier proche en degré, on le voit souvent, tout à fait. Bon, je crois qu'on a encore le temps de prendre une dernière question. Elisabeth Alacano, la Gironde, qui nous dit: j'étais mariée sous le régime de la séparation de biens. Suite à notre divorce, je souhaite demander à mon ex-mari le remboursement de la part d'impôt sur les revenus que j'ai payé pour lui au cours du mariage. Est-ce que c'est possible? Tiens, on revient quelque part sur le sujet abordé tout à l'heure par Mathieu Fontaine qui était avec nous. Bon, on le rappelle, hein, donc séparation de biens, rien n'est mis en commun, les époux conservent l'administration, la jouissance, la libre disposition de leurs biens personnels. C'est ça, hein, Barbara Thomas-David. Hein. Oui. Et là, c'est pas considéré les impôts comme une charge du mariage. Je le rappelle en deux mots, une charge du mariage, c'est toutes les charges liées aux dettes ménagères et à l'éducation des enfants. Ça, on fait pas les comptes. Par contre, les impôts, c'est pas une charge du mariage. Donc, on fait les comptes. Et si un des époux à payer pour l'autre, eh bien, il a le droit à remboursement. D'accord. Même si on est marié sous le régime de la séparation de biens alors qu'on est imposé en commun sur les revenus, tout à fait. Il y a possibilité. Donc, tout à fait, parce qu'en fait, il y a une petite confusion, il y a une solidarité fiscale. C'est-à-dire que le fisc, lui, tient les époux pour solidaire du paiement de l'impôt. Il y a un seul revenu imposable, quelque part. Voilà, et le fils dit, maintenant, je vous présente l'addition. Très bien. Tout à fait. Et à l'intérieur donc du couple, à ce moment-là, il peut y avoir une sorte de prorata. En disant, exactement. Tiens, je paye un tiers, tu payes deux tiers, etc. Voilà, ça c'est possible, hein, par exemple. Tout à fait. Tout payer. Sauf que là, maintenant, apparemment, Elisabeth, elle a divorcé. Et elle demande donc, à son ancien mari de rembourser ce qu'elle a payé. Et ça, après le divorce, c'est possible. C'est possible. Il y a même un arrêt de la Cour de cassation de 2014 qui le confirme. Donc, la chose est entendue. Donc, elle peut être remboursée et c'est pas trop tard. Mais dans quel délai on peut demander ça? Alors, au bout d'un moment, il y a une prescription. Si vous voulez, au bout de 5 ans, si vous n'avez pas fait votre demande, c'est forclos, bien évidemment. Bon, très bien. Ça arrive souvent, ça aussi, des cas comme ça. Et c'est sanglant quand même, les divorces. On voit, quand on est notaire, des choses qui arrivent et toutes les rancœurs qui surgissent du passé. Tout à fait. Et notre rôle à nous, c'est d'essayer d'apaiser les choses, déjà de voir toutes les possibilités de conflits et d'essayer un par un de les résoudre pour que justement cet acte de partage, quand on fait un partage après divorce, ait vu l'ensemble des problématiques et que les ex-époux repartent apaisés. Il existe un cas d'imposition séparée, même quand on est sous le régime de la séparation de biens ou pas? Alors, en fait, si vous voulez, vous avez une solidarité fiscale, mais vous pouvez vous mettre en séparation de corps et demander une désolidarisation. Donc ça veut dire qu'on ne vit pas forcément sous le même toit, par exemple? Ça, c'est possible. Ça, c'est possible dans des cas bien particuliers. Très bien. Bon, les notaires, ils ont réponse à tout, et notamment Barbara Thomas-David, notaire à Paris dans le 14e arrondissement. Revenez vite. Hein. Avec plaisir. Le saviez-vous? BFM Business, le club du droit. Le saviez-vous? Et vous le savez, rendez-vous toujours attendu chaque semaine. Nous partons à la rencontre des notaires sur le terrain. Oui, dans leurs études, mais pas que. Ils étaient nombreux d'ailleurs à s'être déplacés à Porte de Versailles, juste en face des tuyaux de BFM Business, fin février, début mars, pour le grand salon de l'agriculture de Paris. Pour y mener des consultations, y offrir des consultations et aussi y récompenser des lycéens. Un reportage commenté par Erwan Maurice. C'était la 25e édition de ce concours réservé aux établissements scolaires agricoles dans le cadre d'un partenariat entre le Conseil supérieur du notariat et l'Éducation nationale. Le sujet cette année, l'agriculteur de demain, numérique et production. Théo, un élève de première du lycée agricole d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques, lauréat du CRU 2018. Pour nous au début, le sujet ne nous parlait pas trop. Mais en fait, on a fait plusieurs recherches, des enquêtes. On s'est pris au jeu et en fait, on voit que c'est maintenant, ça commence maintenant et c'est le futur, quoi. On a été champion, donc que du bonheur. Un travail réalisé par Théo et ses 30 camarades auprès d'une vingtaine d'exploitations.
Leur étude mettant en perspective la contribution du numérique dans l'agriculture a été saluée par le jury. Maître Jean-Christophe Hoche, notaire à Juliena, dans le Rhône. Cette année, effectivement, nous avons eu un niveau très hétéroclite, des BTS, des classes de bac pro et une classe qui s'est vraiment distinguée du lot. La surprise, c'est une classe de première bac pro. Ils étaient excellents. Surprise en effet du jury, des élèves, mais aussi des professeurs de ce lycée d'Orthez, très fiers également, à l'instar de Stéphanie Fortin. Ça nous paraissait impossible de gagner. Pourquoi ça paraît toujours inaccessible. Et donc cette année, quand on a eu la nouvelle, on était à la fois très surpris et vraiment très heureux d'avoir gagné. Oui. Un concours qui a mis le doigt sur cette formidable opportunité pour les jeunes agriculteurs de prendre conscience, dès aujourd'hui, que le numérique fera partie demain de leur quotidien. Et voilà, et bravo aux lycéens d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. On se retrouvera évidemment dans un prochain numéro du Club du Droit. On évoquera les successions internationales. Oui, Johnny et puis tous les autres, bien sûr. Et puis vos questions, le club du droit @bfmbusiness.fr. Très très bonne semaine.